Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Le bilan s'est alourdi au Sénégal à la suite des manifestations du 9 février contre le report de la présidentielle. Une troisième personne a succombé à ses blessures. Si le pouvoir appelle au dialogue et à l'apaisement, l'opposition entend poursuivre la contestation. 4,3 millions de jeunes sud-africains sont au chômage. Comment le gouvernement sud-africain compte-t-il réduire le taux de chômage touchant massivement les jeunes de 15 à 24 ans? Élément de réponse dans ce journal. Et sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement, une initiative prise par le gouvernement camerounais dont l'objectif est de former des enfants éco-ambassadeurs. Mais d'abord, au Cameroun, la 58e édition de la fête de la jeunesse a eu lieu ce 11 février. L'occasion pour le président camerounais Paul Biya de s'adresser à ses plus jeunes compatriotes en évoquant des sujets d'actualité, l'élimination des lions indomptables lors de la CAN 2023, les dangers de l'immigration ou encore l'augmentation des prix des carburants. S'agissant de cette dernière thématique, le président a déclaré que ce réajustement des prix était inévitable. Écoutons le chef de l'État camerounais. Mes chers jeunes compatriotes, je sais que, comme vos parents, vous êtes préoccupés par la récente augmentation des prix des carburants à la pompe. Vous êtes également sans doute inquiets des répercussions qu'elle pourrait avoir sur vos conditions de vie. Je tiens à vous assurer que les efforts nécessaires ont été faits pour maintenir dans des proportions raisonnables ce réajustement. Afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages, j'ai également donné des instructions pour geler les prix du gaz domestique et du pétrole lampant. Vous devez savoir que cette opération s'est avérée inévitable en raison des contraintes budgétaires actuelles et de notre souci d'éviter les pénuries. En dehors des différentes mesures d'accompagnement que j'ai décidées, des discussions constructives se poursuivent entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Elle vise à préserver la viabilité des activités des secteurs concernés et les intérêts des usagers et des consommateurs. Et au Sénégal, une troisième personne blessée lors des manifestations de vendredi est décédée. Manifestation qui avait été organisée en contestation du report de la présidentielle, initialement prévu le 25 février. L'opposition qui d'ailleurs annonce déjà de nouveaux rassemblements. De son côté, le pouvoir continue d'appeler au dialogue. Samantha Sabirou Saboubanga. Au Sénégal, le report de la présidentielle au 15 décembre 2024 continue de susciter de vives contestations. Ce vendredi 9 février 2024, des heurts ont éclaté à Dakar, Thiès, Mbour, Louga et Saint-Louis entre l'opposition et des organisations de la société civile qui manifestaient contre le report de l'élection présidentielle du 25 février et la prorogation du mandat du président Macky Sall. Les rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés. Une douzaine de candidats opposés au changement de calendrier sur les 20 retenus par le Conseil constitutionnel ont exprimé leur souhait d'une convergence avec la société civile. Et cette situation, on aurait pu véritablement l'éviter. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'appeler à la responsabilité, à la retenue, à la mesure des autorités étatiques, des forces de sécurité et de défense, mais également et surtout d'appeler à la responsabilité du Conseil constitutionnel. Il convient de rappeler que c'est exclusivement au Conseil constitutionnel de décider de l'opportunité du report de l'élection présidentielle et que plus que jamais, il est invité à restaurer l'autorité
qui est attaché naturellement à ces décisions pour sauver la démocratie sénégalaise, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit véritablement. L'actuel Premier ministre Amadou Ba, choisi par le président Macky Sall pour défendre la candidature de l'Alliance pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, s'est prononcé en faveur d'un processus électoral apaisé dans un entretien accordé à un magazine panafricain. Je suis partisan de tout ce qui concourt à la transparence du processus électoral et à la paix. En tant que candidat, je tire un intérêt évident à l'intégrité des mécanismes qui encadrent le scrutin. Il en va de la crédibilité de mon élection à la tête du pays. Le plus important à présent que la décision est actée, c'est de travailler à ramener un climat de paix et de sérénité propice à la discussion. Nous sommes dans un modèle démocratique qui peut rencontrer des difficultés, certes, mais en fin de compte, nous finissons toujours par rebondir. Pour apaiser cette crise politique, l'Église catholique, les bureaux des imams et des oulémas ont prévu de faire un communiqué conjoint pour inviter les Sénégalais à une campagne civilisée dans la prière et le respect. Le président Macky Sall a décrété samedi 3 février 2024 le report de la présidentielle 3 semaines avant la tenue du scrutin, après des soupçons de corruption au sein du Conseil constitutionnel pour écarter certaines candidatures. L'Assemblée nationale a approuvé le 5 février un ajournement de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, fragilisés par des crises sécuritaires, ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Et pourtant, les prévisions du FMI pour les trois États demeurent positives. L'institution de Bretton Woods table d'ailleurs sur un rebond remarquable de la croissance au Niger. Les détails avec Cheikh Omar Kamara. Au terme de l'année 2023, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont enregistré une croissance économique remarquable dépassant la moyenne affichée par l'Afrique subsaharienne, selon le rapport du Fonds monétaire international FMI publié en janvier 2024. Cette dynamique se maintiendra en 2024 avec une prévision de croissance à 12,8%. Avant de se stabiliser à 7,4% en 2025, offrant ainsi une embellie attendue pour ces économies. Ces chiffres positifs viennent renforcer leur résilience face aux sévères sanctions imposées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Lorsque nous parlons de la croissance économique, c'est la production. La seule chose qui peut déterminer la performance du Niger, du Mali et du Burkina Faso, c'est la capacité au management en place à pouvoir stimuler de la production. Aujourd'hui, il se passe énormément de choses dans ces pays, en l'occurrence, cette tendance à refouler la monnaie commune et une certaine liberté que ces pays désirent avoir. Malgré les défis économiques et les pressions extérieures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont su maintenir une trajectoire de croissance robuste, démontrant une résilience remarquable. Cette performance dépasse largement la moyenne régionale, soulignant la solidité de leurs économies respectives. Il est donc important d'observer ce qui va réellement se passer. Je ne peux pas garantir que les chiffres du FMI vont se produire comme le FMI le prétend ou qu'ils ne se produiront pas. Mais je dis simplement, attendons voir. Aujourd'hui, la turbulence dans la zone est tellement importante que certains facteurs exogènes peuvent être réellement impactants. Je suggère que nous regardions le dynamisme des nouveaux présidents pour voir un petit peu leur impact sur la production. Ces trois États qui ont formé une coalition politique sous le nom de l'Alliance des États pour le Sahel, AES, et annoncé le 28 janvier 2024 le retrait de la CEDEAO, se montrent également très résilients en dépit de la crise sécuritaire qui sévit dans la région. D'une estimation de 4,3% en 2023, la croissance du PIB au Burkina Faso devrait se consolider à 4,8% en 2024 et se hisser à 5,1% en 2025. Selon le FMI, au niveau du Mali, la croissance estimée à 4% devrait se maintenir cette année avant de progresser à 5% en 2025. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, soucieux de régler la problématique du chômage massif qui touche la jeunesse. Les jeunes qui ont entre 15 et 24 ans sont particulièrement impactés par cette problématique. Quelles sont les raisons et les solutions évoquées par le gouvernement? Réponse avec Cheikh Omar Kamara.
Dans une initiative sans précédent, le gouvernement sud-africain s'est résolument attaqué au fléau du chômage des jeunes, une crise alarmante où des millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans se retrouvent sans emploi, sans éducation et sans formation. Face à cette réalité, le gouvernement a lancé le programme présidentiel de relance de l'emploi PSE, offrant 1,7 million d'opportunités de travail pour cette tranche démographique vulnérable. C'est peut-être une esquisse de solution face à une jeunesse désemparée et désespérée, avec un chômage massif qui quand même devient une bombe sociale, que le gouvernement cessait dans cette forme de lutte, mais qui ne me paraît pas quand même très efficace. Depuis le lancement du PSE, une vague d'espoir s'est répandue dans le pays avec plus de 4,3 millions de jeunes inscrits pour saisir les opportunités. Ce programme ambitieux vise non seulement à fournir des emplois, mais aussi à offrir une voie vers un avenir meilleur pour la jeunesse sud-africaine. Les inscriptions massives témoignent de l'urgence de la situation et de l'espoir suscité pour cette initiative gouvernementale. Mais ces plateformes ont montré leurs limites. Il y a d'abord l'accessibilité au niveau des zones rurales et beaucoup de ces jeunes-là ne peuvent pas, par manque peut-être aussi d'internet et d'information, accéder à cette plateforme. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas d'équité. Très souvent, c'est centralisé au niveau d'une capitale ou bien au niveau de grandes agglomérations, ce qui pose un problème aussi pour ces jeunes-là de pouvoir accéder à ces bureaux. Le gouvernement a souligné l'importance de l'emploi des jeunes comme un pilier essentiel pour la croissance économique et la stabilité sociale. Grâce à ce programme lancé en 2020, le 6e gouvernement sud-africain a créé plus de 1,7 million d'opportunités d'emploi et des moyens de subsistance. Plus d'1 million d'assistants scolaires ont été placés dans 23 000 écoles, offrant ainsi aux participants une expérience professionnelle précieuse tout en améliorant les résultats d'apprentissage. Inculquer aux enfants les rudiments et pratiques en faveur de la nature et de l'environnement, c'est l'objectif que se donnent les acteurs de la société civile pour relever à terme les défis du changement climatique. Pour ce faire, la dispensation d'une leçon sur la thématique de la préservation de la nature, Séverin Dunque. Ce matin, Océane Clotilde et ses camarades prennent part à une leçon toute particulière. Titre de la leçon, Save Mother Nature, littéralement en français, Sauver la mère nature. Aujourd'hui, ils s'imprègnent de certains fondamentaux de la lutte en faveur de l'environnement. Si les notions ne leur sont pas totalement inconnues, l'objectif de cette leçon, initiée par d'autres amoureux de la nature, est simple. Il s'agit de faire de ces tout-petits des éco-ambassadeurs, inculquer en eux le devoir volontaire de protéger la nature. Protection de la nature, gestion des déchets, mais aussi plantage d'arbres comme solution aux défis du changement climatique sont mises en pratique. Un éco-ambassadeur a pour rôle de sensibiliser ses camarades et de protéger la nature. Ce qui est important pour planter les arbres est que sans les arbres, on ne pourra pas respirer et on sera encombré du gaz carbonique. Malgré les faibles émissions de carbone imputées à l'Afrique par rapport aux autres continents, les populations subissent néanmoins de plein fouet les conséquences des changements climatiques. Selon des estimations des Nations Unies, en 2022, 110 millions de personnes en Afrique ont été directement touchées par des risques liés au climat et à l'eau, avec des dommages économiques estimés à environ 8,5 milliards de dollars. La protection de la nature est une affaire de tous. Initier les plus petits au rudiment de la protection de la nature est un moyen non financier et efficace sur le long terme pour l'adaptation au climat, pour résorber les défis de la protection de l'environnement. Pour comprendre la problématique du climat, il faut qu'on arrive à changer nos programmes de formation, c'est-à-dire depuis le jardin d'enfants jusqu'à l'université. Il faut que les discussions sortent de la sphère étatique et que les populations, le peuple s'approprient parce qu'il s'agit de notre avenir. Les coûts des pertes et dommages dus au changement climatique en Afrique sont estimés entre 290 et 440 milliards de dollars sur la période 2020-2030, d'après le Centre africain pour la politique en matière de climat et la Commission économique pour l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.